Dans mon enquête, moi je suis parti du principe qu'on n'entendait jamais ces travailleurs handicapés. J'en ai rencontré beaucoup, dont certains m'ont particulièrement marqué. Je pense à deux frangins. L'un, Sébastien, fabriquait des disjoncteurs, il était soudeur-monteur, et Robin, son frère, lavait des plaques de plastique toute la journée dans un vieux hangar. Les deux se plaignaient, et se plaignent toujours d'ailleurs, des pressions qu'ils subissaient. On leur demandait toujours d'aller plus vite, de faire plus. On sentait surtout une famille qui était complètement démunie et sans défense par rapport à tout ça. Je suis Thibaut Petit, journaliste indépendant, né à Laval en Mayenne et auteur du livre Handicap à vendre, dans lequel je relate 6 ans d'enquête sur le travail handicapé en France. La première fois que je me suis intéressé à ce sujet, c'était il y a 6 ans. J'étais encore à l'école du journalisme à Strasbourg. Les consignes étaient assez claires, on avait une journée pour trouver un sujet, faire un reportage, le rendre. Par facilité, je m'étais rendu dans un ESAT, c'est-à-dire un établissement qui emploie seulement des travailleurs en situation de handicap. Et sur place, j'avais rencontré deux travailleurs handicapés qui étaient tout à fait ravis d'être ici, et un encadrant qui m'avait raconté que dans son établissement, les exigences étaient les mêmes que dans les entreprises classiques. Et moi, j'avais trouvé ça assez impressionnant et je lui avais demandé comment étaient payés ces travailleurs handicapés, quel montant. Et là, il m'avait répondu que c'était un peu compliqué, que c'était pas vraiment des salaires, mais une sorte de rémunération. Et moi, j'avais trouvé ça très bien. C'est bien après que je me suis dit qu'il y avait quand même une contradiction et que j'ai commencé à enquêter sur ce milieu-là. La différence entre un travailleur en ESAT et un travailleur valide, c'est le statut. Un travailleur handicapé en ESAT, il ne dépend pas du code du travail, il dépend du code de l'action sociale et des familles. Ça veut dire que ce n'est pas un salarié, c'est un usager comme l'usager d'un service public, l'usager de la SNCF ou l'usager d'une maison de retraite, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'a pas de salaire minimum, qu'il a une sorte de rémunération qui est en moyenne de 750 € net pour 35 heures de travail, ce à quoi il faut bien sûr ajouter des prestations sociales. Ça veut dire qu'il n'a pas le droit d'exercer ses droits syndicaux, qu'il n'a pas le droit de faire grève, qu'il n'a pas le droit de saisir les prud'hommes, ni l'inspection du travail. Ce statut, aujourd'hui, il est vécu comme une humiliation par les travailleurs handicapés, il est vécu comme une privation de droits. Déjà, il faut savoir qu'il y a environ 120 000 usagers d'ESAT en France, ce qui n'est pas rien, et qu'il y a environ 1400 établissements qui sont implantés vraiment partout en France, mais plutôt à la périphérie des villes et voire carrément à l'écart des centres urbains. Contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas des entreprises, c'est des établissements qui sont médico-sociaux. L'une de leurs missions principales, c'est évidemment d'offrir ou de donner à des gens qui sont exclus du monde du travail car considérés comme non adaptés, un job, une qualification, une activité, un travail qui soit en adéquation avec leur invalidité. Un ESAT, c'est à la fois un lieu d'accompagnement social, il peut y avoir des psychologues et des assistants sociaux, et aussi un lieu d'inclusion professionnelle. À la base, ces établissements-là avaient été pensés comme des tremplins vers le milieu ordinaire, c'est-à-dire des lieux de passage uniquement. Sauf que, comme je le montre dans mon enquête, il y a moins de 2% des gens qui intègrent un ESAT qui vont un jour dans le milieu ordinaire. Ces établissements ont beaucoup évolué depuis leur création. C'est des lieux où on demande du rendement, où on demande de l'efficacité. C'est devenu, au fil des années, des lieux de production propres, autonomes, qui sont en concurrence entre eux et qui a même de la concurrence avec les entreprises. Le plus souvent, ces établissements-là passent des contrats de sous-traitance ou de prestation de services avec des entreprises ou des collectivités. Ça veut dire qu'il y a des impératifs de productivité et de rentabilité. Et ça veut dire aussi que, contrairement à ce qu'on peut penser, ces ouvriers-là, ces travailleurs handicapés-là ne font pas que des tâches simples et répétitives, elles font aussi du travail à forte valeur ajoutée. Ça veut dire que les directeurs d'établissement ont besoin des meilleurs éléments pour faire tourner la boutique, tout simplement, et qui sont parfois réticents à laisser partir leurs meilleurs ouvriers handicapés. Et moi, il y a beaucoup de directeurs d'établissement qui m'ont expliqué qu'en 10 ou 12 ans de carrière, ils n'avaient jamais vu un seul de leurs ouvriers handicapés accéder au milieu ordinaire. Il y a beaucoup d'ESAT qui travaillent notamment sur les box internet qu'on a tous chez nous, qui les désossent, qui les déconditionnent et qui les reconditionnent. Ça, c'est une tâche qui existe beaucoup. Il y a aussi beaucoup de marques qui font fabriquer des présentoirs qu'on voit dans les magasins. Il y a aussi des ESAT qui font du maraîchage, du compostage, de l'impression, du numérique, de la communication, voire de la menuiserie. Tous les jours, on lit dans les journaux que l'ESAT inclut, qu'il aide,
qu'il a un CR qui l'accompagne, qui soutient. Et en réalité, on ne s'intéresse jamais aux conditions de travail, on ne s'intéresse jamais au statut de ces personnes, on ne s'intéresse jamais à leur rémunération et on s'intéresse encore moins à leurs aspirations professionnelles et personnelles. Dans mon enquête, moi je suis parti du principe qu'on n'entendait jamais ces travailleurs handicapés. J'en ai rencontré beaucoup, dont certains m'ont particulièrement marqué. Je pense à deux frangins qui s'appellent Sébastien et Robin dans les Cévennes. Deux gaillards grands et forts, épileptiques aussi. L'un, Sébastien, fabriquait des disjoncteurs, il était soudeur-monteur, et Robin, son frère, lavait des plaques de plastique toute la journée dans un vieux hangar. Les deux se plaignaient, et se plaignent toujours d'ailleurs, des pressions qu'ils subissaient, on leur demandait toujours d'aller plus vite, de faire plus. Et le papa, lui, était en conflit avec l'établissement. On sentait surtout une famille qui était complètement démunie et sans défense par rapport à tout ça. Mais moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est quand je suis allé chez eux, la première chose qu'il a dite, c'était de parler du prix du café. À l'ESAT, qui était de 40 centimes pour les travailleurs handicapés et 15 centimes pour les salariés, c'est-à-dire pour les encadrants. En disant ça, en fait, ils résumaient beaucoup de choses de leur statut, beaucoup de choses de la manière dont ils étaient considérés. La deuxième personne qui m'a marqué, c'est Emilien, qui est un gars qui a fait des études de droit, 2 ans de droit, avant de tomber malade et d'être diagnostiqué schizophrène dysthymique. C'est un gars très intelligent, très cultivé, à l'aise à l'écrit, très à l'aise à l'oral aussi. Après 10 bilans de compétences, on a estimé qu'il ne serait pas capable de travailler dans le milieu ordinaire et donc il a été orienté en ESAT. Étant donné son profil particulier, très qualifié, on lui a donné une espèce de poste hybride entre usagers et salariés où il était agent d'accueil administratif. Donc ses missions étaient assez simples. Il devait donner le journal le matin à sa directrice, il devait imprimer les menus de la cantine dans la journée, relever le courrier, mais sans jamais pouvoir l'ouvrir puisque c'était un usager et non un salarié. Et comme c'était un usager, il n'avait pas non plus accès à l'intranet de l'établissement, c'est-à-dire au réseau interne, et il devait aller prendre son café dans la salle de repos des usagers où le café était payant alors qu'il y avait une salle de repos des salariés où le café était gratuit juste à côté de son poste. Il a très très mal vécu son passage en ESAT. Il a fini par être hospitalisé dans une clinique. Il a eu des idées noires. Il a fini par quitter l'établissement tout simplement parce qu'il n'en pouvait plus et qu'il se sentait déconsidéré, humilié et oublié. Emilien, c'est l'un des exemples les plus frappants du mal-être qu'il peut y avoir dans ces établissements et surtout des erreurs d'orientation qu'il peut y avoir. En l'occurrence, Emilien, il n'avait rien à faire dans un ESAT au regard de son profil et du gars que c'était tout simplement. Et moi, ce qui m'a marqué avec lui, c'est qu'on se demande mais pourquoi la société n'est pas capable de faire une place à des gens comme ça, quoi. Cette enquête m'a appris à désapprendre, c'est-à-dire que je me suis rendu compte en enquêtant et en m'intéressant à ce milieu-là qui est très complexe et qui est bourré de sigles et qui est en même temps complètement impersonnel quand on regarde ça de haut. Ça m'a appris que les handicapés n'existaient pas, c'est-à-dire que aujourd'hui on a les institutions et les discours politiques qui construisent ces gens-là comme un groupe entier, à part, un groupe homogène, ayant les mêmes aspirations, les mêmes envies et pouvant se faire représenter par les mêmes personnes. Or, ce n'est pas du tout le cas. Et en fait, le point commun de tout ça, pourquoi on les met dans un groupe homogène, c'est parce qu'on pense qu'ils ont un point commun, c'est une invalidité. Qu'elle soit sensorielle, psychique, physique ou mentale, on estime que c'est un groupe homogène parce qu'ils ont une invalidité, mais ça n'a aucun sens. En fait, ça n'a aucun sens. Le handicap n'est pas du tout une identité. Et aujourd'hui, on a une secrétaire d'État aux personnes handicapées qui vient de sortir un livre dans lequel elle parle des 12 millions de personnes handicapées en France, mais elle en parle comme d'un seul bloc. Or, ça n'a strictement aucun sens. Et moi, je pense au contraire que ce discours, il légitime le discours d'exclusion. Voilà, le handicap n'est pas une identité, point barre.